en entreprise demande une réflexion très importante sur les horaires du travail. Est-ce que l'employeur a cette possibilité de faire confiance en le salarié et le laisser travailler à distance? Ne serait-il pas bien de réfléchir sur un temps partiel avec une productivité meilleure? Alors, le coaching sert à accompagner les chefs d'entreprise à travailler sur eux-mêmes pour accepter cette flexibilité. Madame Kalima Rehani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Donc, le thème choisi pour aujourd'hui, c'est la flexibilité. Première question, quels sont les principes de la flexibilité en entreprise? Je commencerai par expliquer l'importance de la flexibilité au travail et dire aussi qu'il y en a deux sortes. Il y a la flexibilité qualitative et la flexibilité quantitative. La flexibilité quantitative, elle vise surtout le genre de contrat qu'un salarié peut avoir, CDI, CDD, toutes les sortes qu'on connaisse, qui a créé une flexibilité externe en entreprise. Notre sujet va de toute manière s'appuyer sur la flexibilité qualitative. Pourquoi? Parce que c'est une flexibilité qui touche le domaine dans lequel je travaille, le coaching en entreprise, et qui cherche à que le salarié travaille dans des conditions moins stressantes, qu'il soit moins fliqué et qu'il travaille dans une zen attitude et un bien-être, bien sûr avec une maturité constante de l'employeur. La flexibilité en entreprise demande une réflexion très importante sur les horaires du travail. Est-ce qu'un horaire 8h midi, 14h, 18h donnerait plus de résultats? Ne serait-il pas bien de réfléchir sur un temps partiel avec une productivité meilleure? Est-ce que l'employeur a cette possibilité de faire confiance en le salarié et le laisser travailler à distance? Ce qu'on appelle nous ou tous les experts, le téléconseil, c'est-à-dire grâce à la technologie nouvelle, que ce soit tablette, smartphone, ordinateur, on a cette possibilité de laisser le salarié là où il est, avec une connexion très réglementée pour qu'il soit à l'aise à donner le meilleur de lui-même. J'ajouterais que la flexibilité aussi touche les conditions de travail, j'ai déjà prononcé ça, mais le plus important c'est qu'ils se sentent en confiance. C'est une confiance qui s'intègre entre employeur-employé, comme quoi je peux te laisser travailler de l'autre côté de mon bureau, de l'autre côté de mon quartier, de l'autre côté de ma ville, mais je sais que je te fais confiance, tu vas faire les tâches que je te demande. Cette maturité, on ne l'a pas encore au Maroc. Il y a quelques entreprises qui prennent cette possibilité de travailler de la sorte. N'empêche, on est encore au Maroc dans une réticence claire de l'employeur parce qu'il estime que regarder physiquement une personne assise sur une chaise de bureau, c'est la marque de la surveillance constante et du coup une productivité meilleure. Rehani, peut-on parler des freins à la flexibilité au travail? Oui, je dirais malheureusement, même si ce mot me paraît tout le temps très négatif, mais je vais le dire quand même, malheureusement oui, il y a beaucoup de freins. La première chose d'abord qu'on devrait en fait mettre devant nous, c'est les croyances limitantes. Il y a une croyance ancrée chez l'employeur, comme quoi s'il donne plus de liberté à l'employé, s'il lui fait plus confiance, s'il laisse une certaine souplesse, il va payer de sa productivité et même de sa pertinence de crédibilité de chef. Moi, quand je dis chef, je mets aussi le mot entre guillemets parce que moi, je préfère que ça soit un leader, quelqu'un qui mène son équipe vers quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un qui l'écoute. Et dans ce sens-là, le frein premier, c'est effectivement de ne pas laisser cette idée de l'emblème physique devant moi qui fait un travail en me regardant. Il peut très bien être dans son bureau, il peut très bien travailler, mais il ne se sent pas bien, du coup, il ne te donnera pas les résultats appropriés.
Deuxième frein, c'est le manque de confiance installé. Moi je dis que si on n'a pas confiance en équipe, même si on est juste membre d'équipe avec la personne avec laquelle on collabore, on ne peut pas aller plus loin et on ne va pas réaliser les objectifs à 100%. Autre chose, moi je trouve l'obstacle aussi qui pourrait ne pas laisser l'ambiance au travail, qui serait peut-être quelque chose sur laquelle je vais appuyer, la communication saine et franche. Dire ce qu'on pense ne nous obligerait jamais, jamais, jamais à être quelqu'un d'autre. Alors que si, par exemple, je me mets un masque pour faire plaisir à mon chef en mon N+1, je vais tout le temps souffrir moi-même. Mon stress, je vais me le retourner et jamais je ne serai à l'aise. D'où la multiplication des congés maladie, parce qu'il n'y a pas une flexibilité dans ce sens. Si je prends, moi, chef d'entreprise ou leader, comme j'aime me nommer, je prends en considération la santé mentale de mes salariés. Je programme les congés de maladie ou les congés de repos d'une manière flexible. Je vais contribuer à diminuer le stress. Je le diminue, je le préviens et je peux même solutionner. Dans un sens où, je donne un exemple tout clair, un salarié qui est sous pression de contrôle, et je mets bien le mot en grand, de contrôle, il va multiplier les congés de maladie. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Parce que ces conflits en famille influencent et vice-versa les conflits en entreprise. Son épanouissement professionnel dépend de sa santé mentale. Voilà parmi les freins que moi je mettrai en premier. Il y a un autre point qui me paraît moi peut-être important dans le sens où il nous donne la possibilité, si on le combat, à avancer, c'est de réévaluer la réévaluation personnelle en caractère, c'est-à-dire le coaching personnel en entreprise. Savoir qu'est-ce qui pourrait freiner la personne, faire appel aux coachs. Les coachs ils sont là pour ça, dans le sens où on va détecter quels sont les freins personnels chez le salarié. Justement, comment surmonter ces freins et quel est l'apport du coaching dans ce sens? Oui, alors je suis en mesure en fait de donner des conseils dans ce sens-là, puisque depuis maintenant plus de 5 mois, j'ai réussi à faire des missions coaching en entreprise. Ça sert à quoi ces missions? C'est de déceler toutes les difficultés chez les salariés de communication avec leur patron. Et j'ai pu remarquer que le blocage en interne se trouve dans la partie compréhension. C'est-à-dire un salarié qui parle de ses besoins réels est considéré comme une personne qui se révolte, une personne qui n'accepte pas les règles et une personne qui ne peut pas suivre le rythme d'une entreprise pour une productivité meilleure. Les conseils que je donne aux chefs d'entreprise, dans ce sens-là, dans mon coaching, c'est un coaching personnalisé et pour les salariés et pour leurs chefs. C'est-à-dire leur donner cette possibilité de communiquer entre eux avec fluidité, avec transparence, installer la confiance, travailler sur la gestion d'émotions, parce qu'il y a une peur, entre parenthèses, des chefs d'entreprise, de lâcher prise, de déployer cette possibilité de flexibilité en entreprise, de faire confiance, de léguer et de déléguer, on n'arrive pas. Alors, le coaching sert à accompagner les chefs d'entreprise à travailler sur eux-mêmes pour accepter cette flexibilité. Deuxième chose, la fameuse phrase « on a besoin d'être visible pour qu'on soit productif » doit quand même être vue d'un autre angle et se dire « oui, je peux donner confiance, je peux faire confiance en un salarié
lui demander de travailler de chez lui, parce que j'ai compris ses contraintes, il habite loin, c'est une mère de famille qui a plus de 4 enfants, mais qui a la possibilité de développer une belle carrière et qui peut être un élément clé dans mon entreprise. Elle peut éventuellement chercher ailleurs une organisation qui va être plus flexible avec elle. Et là, le chef d'entreprise, il perd un élément important, un talent qu'il ne pourrait pas retrouver ailleurs. Le coaching aussi sert à aider à découvrir les salariés. Un diagnostic personnalisé sur les qualités, les défauts, les attentes, les besoins, tout ça pourrait amener le chef d'entreprise à comprendre qui sont ces salariés humainement. Ce capital humain est très important dans le sens où on lui donne la possibilité d'être écouté, d'être compris et par la suite trouver un terrain d'entente qui va être bénéfique pour la santé mentale des salariés et qui va donner des résultats instantanés sur la productivité que l'employeur recherche par excellence. C'est ce qu'on appelle évaluer son personnel humainement. Le coaching est un atout là-dessus parce qu'il peut, et je vais un peu ne pas utiliser un terme technique mais plutôt un peu littéraire, c'est découvrir l'état d'âme de nos salariés. Est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien? Il y a beaucoup de choses à faire dans le coaching dans ce sens-là. Et il faut que les chefs d'entreprise adhèrent dans le sens où ils nous laissent, en tant que professionnels, travailler sur le capital humain de manière, entre parenthèses, intime, mais on va comprendre qui ils sont pour trouver un terrain d'entente entre les deux. Un dernier conseil qui est pour moi très important, c'est cette communication externe qui pourrait se créer grâce à ce qu'on appelle les team building ou les petits voyages ensemble pour faire ce rapprochement entre chefs d'entreprise et salariés, donner la possibilité aussi aux personnes de venir nous voir, de venir nous parler, cette entrave qui se met entre salariés et chefs d'entreprise parce qu'on a peur de parler, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de ne pas être compris ou de se mettre dans une étiquette. On a toujours peur au travail d'être dans une étiquette bien précise, comme quoi on parle trop ou on ne respecte pas les règles. Hein. Alors ce rapprochement qui se fait en externe pourrait aider à cette flexibilité au travail.